Mathéo, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont soutenu? Qui m'ont soutenu? Ouais. Bah, ça, au début, pas du tout. Pas du tout? Non. Au début, on me soutenait pas parce que tu sais, bah, tu l'as dit toi-même, un comédien, c'est un métier compliqué. Donc, quand tu vas voir tes grands-parents, ta famille, tes parents, tes éducateurs, que tu leur dis, ok, demain je serai comédien. Bah, la première réaction, c'est, tu déconnes ou quoi? Tu penses que tu vas être comédien, mais tu vas jamais réussir. T'as pas le talent, faut travailler, t'as pas le temps. Et le truc qu'on me disait le plus, mais Mathéo, si tu réussis pas comédien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas finir à dormir sans appartement dans la rue. Et moi, tu vois, j'ai toujours cru en moi. À tel point que j'ai pas toujours su comment faire les choses, Ouais. mais je savais que j'allais le faire, que j'allais le faire. T'avais l'envie. J'avais l'envie, j'avais la détermination. Et quand j'étais déter avec ça. Et quand j'ai décidé que j'allais devenir acteur, que j'allais vivre du cinéma, Ouais. c'était fini. Personne ne pouvait m'en empêcher. À tel point que ces éducateurs, ma mère, mes grands-parents, pardon. Éloigne-toi. J'ai l'impression qu'il veut me Mais frapper. tu vois, j'ai forcé l'admiration des gens. Je leur ai pris le soutien qu'ils n'ont pas voulu me donner. Tu vois, j'ai laissé personne, surtout pas les gens du BTS, me dire que j'étais un mec lambda et que j'y arriverais pas. J'ai cru en moi et aujourd'hui je suis là et je suis comédien. Au moins. Et tu quittes? Hein? Tu quittes? Faut dire en fait que je fais un petit script que je vais répondre. Prends la confiance. Tu prends la confiance un peu. Ah, il faut, ouais, ça. Alors, si tu veux prendre vraiment la confiance, je vais descendre et tu vas. Ouais, tu vas, genre vraiment prendre la confiance tout seul, je te laisse. J'ai une idée. J'ai une idée. Et là, tu vas kiffer tout seul. Attention! Ladies and gentlemen! Je veux t'annoncer comme Vincent Cassel, frérot, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Attends. Je pense, ils le savent. Vincent Cassel. Non. Plus. Attends, fais-moi un plaisir. D'accord. Ouais. Ok, d'accord. Je l'aime Alors, bien. c'est encore plus haut que Vincent Cassel. Voilà. Ladies and gentlemen! Déjà, je veux entendre déjà des petits applaudissements. Accueillons sans plus tarder Mathéo! Le problème, c'est ce que vous êtes jeunes ce soir. J'ai rien entendu. Ah, ça va. Alors, Mathéo, t'as kiffé? T'as réalisé ton rêve? Bah, franchement, ouais. Hein. En plus, je suis sur l'écran. Ouais. Ah, c'est bien. Les deux en même temps. Mais tu voulais être à l'affiche? Ouais. Eh ben, pour toi ce soir, t'es à l'affiche. Oh mon Dieu. Oui. Oh, mais Issa, t'es avec moi? Ben ouais. Bonjour mes petits trésors, aujourd'hui on se retrouve sur The Dark to Light Show pour un invité spécial, la première interview avec quelqu'un d'autre, c'est tout de suite. Bonjour Mathéo, Salut Paloma. ravi de te recevoir ici sur The Dark to Light Show. La dernière fois c'est toi qui m'as interviewé et aujourd'hui c'est à ton tour d'être interviewé. Donc je vais commencer avec la première question. Dans quelles conditions et environnement es-tu né et as-tu grandi? Raconte-nous ton histoire. Alors moi du coup, je suis né à Paris, dans le 14e, et j'ai grandi avec mes parents pendant 6 ans. J'ai grandi avec eux à Sceaux, dans le 92, donc c'est une ville qui est assez connue, mais c'est pas le plus important. Et quand j'ai eu 6 ans, en fait, pour mes parents, ça a toujours été compliqué de s'occuper de moi et de ma sœur. Donc quand j'ai eu 6 ans, on allait voir un juge, et le juge a décidé de nous placer dans des structures d'accueil pour mineurs. Donc en fait, à 6 ans, je suis allé grandir, je suis allé vivre dans un foyer à Orly, dans le 94.
C'était un foyer avec des jeunes enfants comme moi, des filles comme des garçons. Euh, des jeunes qui, comme moi et ma sœur, venaient de situations sociales compliquées. Donc du coup, j'ai grandi de mes 6 à mes 11 ans dans ce foyer-là. Et j'ai grandi avec une fondation qui s'appelle la Fondation des Apprentis d'Auteuil. Et du coup, bah, j'ai grandi dans cette structure-là de mes 6 à mes 11 ans. Et quand je suis arrivé à 11 ans, ouais, c'est ça, 11 ans, on est retourné voir un juge. Et le juge, en fait, a estimé que ma mère était en capacité de s'occuper à nouveau de ma sœur et de moi. Donc, pendant un an, je suis retourné chez ma mère dans le 14e à Paris. Sauf que bah, ça s'est pas très très bien passé. Donc du coup, un an après, donc à la fin de l'année avec ma mère, quoi, on est retourné voir un juge. Mais cette fois-ci, c'est moi qui ai demandé à être placé à nouveau. Donc à l'origine, je leur ai demandé si je pouvais retourner dans mon foyer précédent, le foyer Saint-Esprit, du coup à Orly. Ah, il s'appelle Saint-Esprit. C'est ça. Mon premier foyer s'appelle Saint-Esprit. Ok. Mais du coup, le juge n'a pas voulu. Donc moi, j'étais un peu triste. Mais c'est la vie, I guess. Donc le juge n'a pas voulu. Et il m'a placé dans un internat scolaire à Issy-les-Moulineaux. Internat scolaire dans lequel je suis resté 2 ans. Et en fait, pareil. Moi, si tu veux, depuis que je suis tout petit, de mes. Bah, peut-être, je sais pas, probablement de ma naissance, mais en tout cas sûr, à partir de mes 4, 5, 6 ans, jusqu'à mes 18 ans, et même encore après, donc 21 ans, j'ai été suivi par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc du coup, en fait, de mes 4 à mes 12, 13 ans, j'avais une audience chaque année avec le juge. Moi, je connais très bien. Voilà, donc depuis tout petit, donc j'avais l'audience chaque année. Et en fait, au bout de 2 ans d'internat scolaire, on arrive à l'audience. Et moi, je dis au juge que concrètement, je peux plus vivre dans un internat scolaire parce que je vois les mêmes gens le matin, le midi, le soir, la nuit. Enfin, c'est terrible. Vraiment, je pouvais plus. J'en pouvais plus. Moi, j'avais besoin de découvrir d'autres personnes, de découvrir d'autres lieux. Surtout qu'en plus, bah, j'étais pas forcément l'enfant le plus aimé du collège, quoi. Je me faisais un peu bully. Parfois, tu vois, rien de très méchant, mais quand même, c'est relou. Donc, j'ai demandé à être placé ailleurs. Donc, encore une fois, j'ai réitéré, je leur ai demandé est-ce que je peux être placé à Orly. Ils m'ont dit que non, on ne pouvait pas me replacer là-bas parce que du coup, j'étais trop âgé. Donc, on m'a placé dans une MEX. MEX, ça veut dire maison d'enfants à caractère social. Toujours avec apprenti d'Auteuil. Rappelle-moi, c'était à quel âge? Ça, du coup, je suis resté jusqu'à mes 18 ans, je suis resté 4 ans à peu près, donc c'était à 14 ans. Ok. À 13-14 ans, j'ai été placé dans une MEX à Boulogne-Billancourt, et du coup, comme je viens de dire, j'ai passé 4 ans de ma vie jusqu'à mes 18 ans, où du coup, j'ai été redirigé vers un dispositif qui s'appelle la sauvegarde de l'adolescence. Donc en fait, avec l'ASE, t'es suivi jusqu'à tes 18 ans. D'accord? L'aide sociale à l'enfance, il donne un suivi, un accompagnement aux jeunes jusqu'à 18 ans. Mais une fois que tu as atteint ces 18 ans, tu peux avoir un suivi jusqu'à tes 21 ans par le biais de ce qu'on appelle un contrat jeune majeur. Donc en fait, l'ASE, il te laisse pas à 18 ans, bim, comme ça, dans la vie, et tu t'en vas, tu essaies de trouver ton appart et tout ça. Non. Donc j'ai eu ce contrat jeune majeur jusqu'à 20 ans et des poussières. Donc de mes 18 à mes 20 ans, j'ai vécu dans le 11e, dans un appartement pour lequel je payais pas de loyer, rien du tout. Et ensuite, arrivé à mes 20 ans, la sauvegarde de l'adolescence, on a mis fin à mon contrat jeune majeur, parce qu'ils estimaient que je pouvais me débrouiller tout seul. Et on m'a redirigé vers un autre dispositif qui s'appelle Louer Solidaire, dont je pourrais donner plus de détails si tu veux. Bon, bah, je le fais alors du coup. Louer Solidaire, c'est un dispositif qui en fait est tenu par l'État. L'État loue des appartements à des particuliers en échange d'avantages fiscaux et il donne la gestion de ces appartements à des associations et ces associations-là sous-louent les appartements à des personnes en situation sociale compliquée. Et les jeunes ressortissants de l'ASE sont prioritaires sur ces dispositifs-là.
Donc, je suis en sous-location dans un appartement dans le 18e à Montmartre. Et je paye quasiment rien de loyer parce que l'État prend, je crois, au moins 50% du loyer. Tu déduis, en gros, toi tu dois payer 50%, mais tu as les APL, les aides et tout ça. Donc moi, ça fait que je paye très peu de loyer. Voilà. Et du coup, bah, je serais ravi de pouvoir revenir après. Je sais pas si c'est une question que tu as prévu de poser ou si je peux l'exprimer maintenant, mais sur tout ce que mon enfance et mon adolescence en foyer a pu Oui, m'apporter. oui. Du coup, la deuxième question, c'est quelle a été ta vision de la vie à cette époque-là? Comment tu ressentais les choses, quoi? Et bah, en vrai, quand j'ai été placé la première fois au foyer, du coup à Saint-Esprit, moi j'avais 6 ans, donc tu sais, à 6 ans, tu sais pas forcément pourquoi les choses t'arrivent, comment elles peuvent t'arriver, t'as pas la conscience de toutes ces choses-là, donc moi je savais pas que c'est parce que mes parents étaient pas capables de s'occuper de moi, tu vois. Moi, mon père il m'emmenait voir ses matchs de foot, ma mère elle m'emmenait à la bibliothèque. J'étais bien, tu vois, je suis un enfant, donc à aucun moment je me dis il y a un problème. Mm. Mais du coup j'ai été placé en foyer, et en fait, dès tout petit, je comprenais pas pourquoi, Mm. c'est pourquoi ça m'arrivait, mais je savais que je pouvais pas comprendre parce que j'étais trop jeune. Mm. Donc en fait, on m'a placé en foyer et j'ai dit pourquoi. On m'a expliqué pourquoi. J'ai dit ok. Et en fait, on va dire, j'ai accueilli ça sans trop de peine, sans trop de tristesse, parce que je savais que j'avais pas le choix. En fait, inconsciemment, je savais que j'avais pas le choix, donc du coup, j'y suis allé assez, on va dire, sereinement, forcément triste Mm. que je vois plus mes parents autant, mais j'avais pas le choix et j'étais pas en état de pouvoir négocier ça, et je pense qu'inconsciemment, je le savais. Donc en fait, je l'ai juste pris comme c'est venu, tu vois. Et j'ai commencé à grandir du coup dans ce foyer où en fait littéralement tu trouves une autre famille. Tu vois, on dit que dans la vie il y a deux familles. La famille de sang, celle que tu choisis pas, et la famille de cœur, celle que tu choisis. Bah moi, cette famille-là, c'est un peu une troisième catégorie de famille, tu vois. C'est comme si c'est une famille qu'on m'avait imposée. Un peu comme si on envoie un jeune en famille d'accueil, tu vois. Mm. On lui laisse pas le choix. Mais c'est un peu une famille qu'on m'a imposée. Mais une famille avec qui ça s'est toujours très bien passé. Tu vois, parce que j'ai toute mon éducation, non. Mais une très grosse partie de mon éducation, au moins 70%, elle s'est faite avec apprenti d'Auteuil. Elle s'est faite dans mes différentes structures, tu vois. Mes parents, mes grands-parents étaient là pour moi quand ils le pouvaient. Du coup, quand j'étais placé, c'était en week-end et en vacances. Mais la plus grosse partie de mon éducation s'est faite dans ces structures. Mm. Donc, euh, donc ouais, c'est une famille qu'on m'a imposée, mais avec qui ça s'est toujours bien passé. Et une famille pour laquelle j'ai énormément d'amour. Même encore aujourd'hui, et c'est pour ça que tu as pu me rencontrer au Grand Rex, du coup. Parce que moi, maintenant, apprenti d'hôtel, s'ils m'appellent, ils me disent on a besoin de toi pour faire ci, pour faire ça. Moi, je dis oui sans aucune hésitation. Vraiment sans aucune hésitation. Bah, pour le Grand Rex, on m'a appelé, on m'a dit Mathéo, on a ça à te proposer, est-ce que tu serais dispo? J'ai dit oui. Et j'ai dit mais pourquoi vous me demandez si je veux? Vous savez que je veux. Mm. On m'a dit oui, mais on sait jamais si t'es pas dispo et tout ça. J'ai fait mais je ne suis pas dispo. C'est pas grave, je me rendrai dispo. Mm. Tu vois, enfin, Ouais, c'est sûr. j'ai cet amour pour Apprenti d'Auteuil. Mm. J'ai cette relation avec eux et avec tous les intervenants que j'ai pu rencontrer qui fait que vraiment je les oublierai jamais. Faut toucher du bois, faut pas dire jamais, mais voilà, je les oublierai pas. Je les oublierai pas, j'ai pas prévu de les oublier, j'ai pas envie de les oublier. Et je sais qu'ils sont encore là pour moi et que je serai là pour eux quand ils auront besoin. Tu vois, ils m'ont créé pas mal d'opportunités. Mm. Donc, donc ça, voilà, c'est ma famille qu'on m'a imposée, mais avec qui j'ai grandi et que j'aime avec énormément d'amour. Donc après la première structure, tu vois, je suis retourné chez ma mère. Et à l'origine, je crois que moi, j'étais... Non. Si. Moi, j'étais content de retourner chez ma mère. Ma sœur ne l'était pas. Et au final,
les rôles se sont inversés, les mindsets se sont inversés. Quand on est retourné chez ma mère, moi je voulais plus y être et ma sœur était contente d'y être, tu vois. Donc mon mindset ça a été vraiment très très compliqué la période, hein, parce que ma mère a eu, enfin, ma mère s'est retrouvée à l'hôpital en fait pendant plusieurs mois et du coup j'ai dû vivre chez mes grands-parents pendant plusieurs mois, qui eux habitent à Ivry. J'avais le collège dans le 14e. Donc bref, c'était très très galère. Donc en fait, ça a été une année très très chamboulée. Tu vois, en même temps, tu redécouvres ce que c'est que de vivre avec ta mère, de vivre dans ton chez-toi à toi. Et au final, quelques mois plus tard, ta mère n'est plus là parce qu'elle a des problèmes, qu'elle doit être à l'hôpital. Donc tu dois aller vivre chez tes grands-parents qui sont pas forcément, plus forcément aptes à accueillir des enfants sur le long terme, tu vois, je le sentais que ça pouvait les fatiguer ou quoi, et des fois c'était même un sujet. Donc c'était très mouvementé et je pense que c'est aussi ça qui fait que j'ai eu envie d'être replacé. Parce qu'en fait, avec les structures d'accueil, si tu veux, j'avais une sorte de sûreté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, une sorte de sûreté, c'est-à-dire que je savais que j'aurais ma chambre, que ça allait se passer comme ci, que ça allait se passer comme ça. Tu vois, j'avais un cadre fixe, en fait. Alors que Ah ouais? Toi, tu l'année... l'as pris comme ça? Bah ouais, en Mm. fait. Littéralement, un cadre fixe est posé. L'année où j'étais chez ma mère, comme je t'ai dit, je suis passé là, je suis allé là, 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 là. Enfin, Ouais. ça a beaucoup bougé. Même le lycée d'ailleurs, je dis collège, mais... Non, si, c'est collège, pardon. Même le collège, c'était pas forcément simple, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai fait mon année très mouvementée chez ma Comment ça, maman. au collège, c'était pas simple? Comment ça? Bah, c'était pas simple parce que pareil, t'es en sixième, forcément les personnalités qui commencent à s'affirmer un peu plus, les gens qui commencent à, comment dire, à maltraiter un peu les autres, tu vois. Et j'étais Mm. plus dans la catégorie qui se fait maltraiter Mm. plutôt que qui maltraite, tu vois. Mm. Donc un peu Ouais. compliqué à certains moments, mais rien, encore une fois, rien de bien grave. Tu vois, et même en vrai, j'ai ça, mais même dans ma famille à ce moment-là, ma sœur, mes cousins, je les aime d'amour, hein, et ça a évolué, encore heureux. Mais encore une fois, on était à l'âge où, où t'es là, tu te développes et tout, et t'as des gens qui aiment bien chercher les autres, les faire chier, les embêter, doucement, fort. Et j'étais un peu victime de harcèlement aussi au sein de ma famille, Mm. ma sœur et mes cousins quand on était en vacances. Mais bon, ça C'est du c'est passé. c'est du passé, ouais. Et en vrai, je leur en veux pas avec le recul, parce que c'est juste du développement. Mm. Après, ça veut pas dire que c'est pas des choses qui sont graves, hein. C'est juste ma vision à moi. Genre, je le vois comme c'était du développement et mine de rien, en fait, c'est peut-être con, mais je pense que je suis heureux que ça me soit arrivé à moi et pas à d'autres. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu je vais dire ça comme ça, la carrure pour supporter ce genre de choses. En fait, j'ai toujours été très fort depuis que je suis tout petit. Tu vois, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours dû bah, être plus grand mentalement que ce que j'étais en Mm. termes de durée de vie, tu vois. T'as dû grandir plus vite. C'est ça. J'ai dû grandir plus vite, mine de rien, plus seul aussi, malgré le fait que je sois dans des structures, mais un peu plus seul aussi, parce que j'avais pas mes parents et tout. Alors j'avais ma sœur qui m'apportait énormément d'amour. Mais, mais quand on est petit et qu'on reçoit. Moi, quand j'étais petit et que je recevais trop d'amour de ma sœur, des fois ça me. Ça me. Ça t'agaçait? Ouais, c'est ça, ça m'agaçait un peu. Mm. Donc, ouais, j'ai été obligé de grandir un peu plus seul. C'était même un petit peu un choix d'un côté, quand j'y repense. Donc, ouais, j'ai dû grandir un peu plus seul, un peu plus âgé que ce que j'étais. Donc c'est pour ça que toutes ces petites histoires de harcèlement et tout, elles sont plutôt minimes pour moi et que je réussis à les voir de ce point de vue-là, c'est du développement Bah pour ça. ces personnes-là et Mm. pour moi aussi ça m'a forgé, tu vois. Donc après mon année chez ma mère, mes grands-parents et tout ça, je suis retourné dans mon internat scolaire, enfin je suis allé dans mon internat scolaire. Là, rien à dire, c'est de la vie d'ado. Genre littéralement,
Je me fais un peu harceler, j'harcèle un peu à droite à gauche. Toi aussi? Ouais, mais parce que c'est comme ça. Hmm. Genre, tu te rends pas compte de ce que c'est, tu vois, mais Ouais. la moquerie, un mec qui a le crâne chauve et tu le traites de crâne d'œuf, c'est du harcèlement, tu vois. Mm. Mais à cet âge-là, on s'en rend pas forcément compte. Donc je suis des deux côtés, je suis des deux côtés de la balance. Donc vraiment juste du développement d'ado, j'ai pas de, j'ai pas plus à donner quoi. Je me suis fait une expérience, je me suis développé, mais rien de, il n'y a pas eu de période traumatisante, tu vois, d'événements traumatisants. Et ensuite quand je suis parti dans mon foyer, euh, quand je suis parti dans mon foyer à Boulogne-Billancourt, les 2 premières années ça allait. Pareil, là par contre j'étais vraiment en mode de développement, un peu la période de l'adolescence où tu sais, tu te perds, tu sais pas où t'en es, tu sais pas ce que tu veux. Donc j'étais plutôt comme ça les 2 premières années, les 3 premières années, tu vois. Et j'acceptais pas forcément tout le temps l'aide et tout, mais je me développais petit à petit et je me sentais bien. Et sur l'année de première et de terminale, j'ai commencé à décrocher scolairement. Donc en première, je suis allé à genre 50% des cours. Et en terminale, j'ai dû aller en cumuler à 30 heures de cours dans l'année, tu vois. Donc j'étais dans vraiment la dernière année, j'étais une larve. Je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas ce que je voulais faire plus tard, je voulais rien faire, tu vois. J'avais que le volley et le patinage que j'adorais faire. Mais sinon, je végétais dans mon lit, j'allais plus à l'école, je végétais dans mon lit, j'étais sur mon tel toute la journée, enfin. Voilà quoi, une grosse larve. Et après, à mes 18 ans, j'ai commencé une école de théâtre que j'ai fait jusqu'à mes. Bah, du coup, 19, ouais, 18 à 21. Donc ça s'est fini en juin. Mais c'est une école qui m'a beaucoup fait évoluer au niveau du mindset, justement. Je suis arrivé dans cette école, de base, ça fait longtemps que je vais être comédien, tu vois. Et de base, je me suis toujours dit, je vais réussir sans prendre de cours. Et en fait, bah, je vais parler de l'école juste après, mais j'ai décidé de prendre des cours et je me suis rendu compte que bah non, je peux pas le devenir sans, Sans apprendre. c'est ça, sans apprentissage. Et c'est une école qui m'a ouvert énormément au spirituel, aux énergies, à l'univers. Et c'est une école dans laquelle j'ai appris à vivre, tu vois, et à vivre au-delà de tout ce de tout ce qui peut paraître, tu vois, au-delà du rationnel Ok, donc là, on en est à la question. d'après. Quel a été le déclic qui t'a fait évoluer d'état d'esprit et de perception dans la vie en général? Quel a été le déclic? Et c'est cette école-là, hein, entre guillemets, quoi. Ouais, clairement. Clairement, je pense que c'est cette école-là, tu vois, le grandir en foyer, ça m'a forgé. Et je suis comme je suis aujourd'hui, principalement grâce à ces années en foyer. Donc ça a été forcément un déclic, mais vraiment sur du long terme. Tu vois, c'est pas un déclic en lui-même, c'est plus comme si tu fais cuire un plat longtemps pour qu'il prenne du goût, tu vois. C'était de la maturation, littéralement. Et après, un peu peut-être ce déclic qui a fait que j'ai conscientisé certaines choses, bah ouais, c'est l'école. Parce que du coup, je sors du bac, tu vois. Et je sors du bac, je l'ai de justesse, je l'ai à 10,06 au rattrapage. Faut savoir que j'avais rien appris, j'ai aucune note au-dessus de la moyenne, à part les sciences en première et le cinéma audiovisuel. Donc déjà, il y a un petit truc avec le cinéma déjà au lycée où je savais que je voulais être comédien et je voulais faire du cinéma. Donc du coup, j'ai que ça au-dessus de la moyenne. Et admissible au rattrapage et je passe le bac au rattrapage 10,06. Enfin, c'est une anecdote que je pourrais raconter plus tard. Et je sors du bac, on me propose le BTS audiovisuel de mon lycée. Je le refuse parce que c'était trop scolaire pour moi. Donc c'est peut-être un peu débile comme raison parce que en fait, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, je vais tenter le BTS Saint-Sulpice, qui est un BTS audiovisuel, et on me refuse. On me refuse parce que, je cite, ton dossier est trop pourri. Ils ont pas dit pourri, mais bon, ton dossier
n'est pas assez bon, parce que j'avais énormément d'absence, donc on sait pas si on peut te faire confiance. Et la vidéo que tu nous as faite, bah, tout le monde peut la faire. Parce que j'avais fait une vidéo pour appuyer mon dossier, quoi. Et moi, je leur dis, bah, allez-y, allez la faire, la vidéo, si vous en êtes capable. Et puis, vous voyez bien sur mon dossier, il y a l'audiovisuel, quoi. Genre, j'ai 18 et 15, ça vous prouve qu'en cinéma, je suis là, quoi. J'ai pas d'absence et tout. Bah, ils ont fiché. Donc, au final, pas de BTS. Je commence à travailler. Et Covid, let's go, je travaille 2 mois en tant qu'animateur et Covid. Et là, pendant le Covid, bon, 1 semaine, 2 semaines, je me laisse aller comme tout le monde. Et à un moment, ça fait ok. Ça fait longtemps qu'on te dit que tu devrais faire du théâtre. D'ailleurs, j'avais fait 1 an au cours Florent en cours du samedi, mais c'est tout. Et 2 stages, mais c'était cool. Mais bon, je me dis, ça fait longtemps qu'on te dit que tu devrais faire du théâtre. Donc, ça vaut peut-être le coup de tenter, tu vois. Genre là, c'est le Covid, renseigne-toi, te renseigner, ça te coûte rien. Aller faire des cours d'essai, ça te coûte rien. Donc, je commence à me renseigner. Et je cherche des écoles, je fais déjà un tri sur si c'est du privé, si c'est du public. Bon, école de théâtre, il y a quasiment que du privé, hein. Si c'est du privé, si c'est du public, les prix, bah du coup les tarifs à l'année et tout ça. Et je dois avoir sélectionné quoi, 4-5 écoles où je me dis vas-y, je vais aller faire les cours d'essai. Ok. Passe le Covid, arrive la période des cours d'essai, et je vais faire un seul cours d'essai. Un seul. Pour une école qui s'appelle les cours Perrand-Lacroix, à Opéra, ok. Donc déjà, je me dis, vas-y, je vais là. C'était 3600 € l'année. Donc moi, j'ai pas de sous. Je suis très sceptique à l'idée de devoir payer 3600 € l'année, parce que ça veut dire faire un prêt ou demander des sous. Et à ce moment-là de ma vie, je suis clairement pas dans un mindset, je suis clairement pas dans un mindset où j'arrive à demander de l'aide, où j'accepte de demander de l'aide. Tu vois, pour moi, c'était impensable. Fallait que je fasse tout seul. Mais je me dis, vas-y. Je vais au cours d'essai. Ça engage rien, tu vois. Je donne pas de sous, rien. Donc j'arrive au cours d'essai, sceptique à l'idée du prix. Le directeur m'accueille devant la salle de théâtre. Le mec, déjà incroyable. Il t'accueille comme un pote. Genre vraiment un amour. Et on rentre dans le théâtre. 10 minutes après, il arrive, il commence le cours d'essai. En fait, il commence en nous parlant de l'école, de la philosophie de l'école, de sa philosophie à lui. Et Quelle est sa philosophie? quelle est sa philosophie? Ben, tu vois, je saurais pas la décrire, mais c'est quelqu'un de très, très spirituel, Très tu vois, connecté, ouais. qui croit en l'univers et qui, comment en fait, mais en fait, il est entre guillemets comme moi, ou je suis devenu comme lui, je ne sais pas, mais il croit en l'univers, il pense pas qu'il y a des coïncidences, tu vois, il est très ouvert et lui, en fait, C'est des synchronicités plutôt que des coïncidences selon lui, quoi. Ouais, c'est ça, mais attention, hein, tu me piques mon expression des synchronicités, hein. Non, mais ça Non, je te existe, hein. taquine. Ouais, ça fait longtemps que j'emploie ce mot. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, tu vois, lui, le théâtre, ça a été un élément très, 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 très important de sa vie. En fait, il est dans un mindset de je veux transmettre. Et lui, il s'en fiche que tu saches jouer, que tu saches pas jouer ou non. Non. Dans cette école, on t'apprend pas à jouer, on t'apprend à vivre. Et en fait, lui, tout ce qu'il veut, c'est de la motivation. C'est quelqu'un qui soit motivé. Donc en fait, rien qu'avec ça, forcément, les gens qui sont dans cette école et qui vont au bout du cursus, c'est parce qu'il fallait qu'ils soient là. Je sais pas. Petite pub là, petit placement de produit pour. Non. En tout cas, tu fais une bonne voilà. pub. Tu vois, les gens, ils iront, mais je parle avec mon cœur. Ouais. Mais tu parles beaucoup de la loi d'attraction. Je pense que cet homme, c'est une représentation de la loi d'attraction. Il attire vers lui les gens qui doivent être avec lui et les gens à qui il a des choses à apprendre. En fait, je saurais pas comment dire. Vraiment, je saurais pas décrire sa philosophie. Mais je la sais au fond de moi. Tu la ressens, ouais. Ouais, c'est ça. Donc du coup, en fait, il passe 10 minutes il arrive au bout de 10 minutes et il commence à nous expliquer sa philosophie, le fonctionnement de l'école et tout. Et vraiment, juste la philosophie de l'école. Et au bout de... Il parle même pas 10 minutes. Et moi, je suis sur mon siège, je suis comme as. Et dans ma tête, je suis en mode, pardon Philippe, je suis en mode, mais ferme ta gueule, prends mes sous, vraiment, je n'ai aucun sou, mais prends-les, je te suis n'importe où tu vas. Vraiment, j'étais prêt, je l'ai senti dans mon cœur et dans mon ventre, il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles, il faut que tu suives cet homme. Il n'y avait pas d'autre chemin.
un seul cours d'essai, je passe. Hein. On peut dire que c'est un de tes premiers mentors, quoi, Ah, mais. en fait. Mes Si ce n'est premiers, le seul, je sais pas, ton mais mentor, quoi. j'aime pas ce mot mentor. T'aimes pas? Mince. Enfin, non, c'est pas que j'aime pas, mais je le décrirais pas comme un mentor, plus un guide, Ouais. tu vois. Vraiment un guide et un. Je sais pas pourquoi, oh là là, je sais pas pourquoi, un aimant, Mm. genre qui m'a attiré et qui m'a poussé vers un nouveau moi, tu vois. Il t'a poussé vers ton destin. Je sais pas si c'était mon destin, mais en tout cas, il m'a fait évoluer et cette école m'a fait évoluer, tu vois. Mhm. Tous les intervenants qui étaient dans cette école m'ont fait évoluer. Donc ça a été un gros déclic, tu vois. Et j'avais pas les sous et j'étais prêt à le suivre et je savais il fallait que je le suive. Tu vois, il fallait que je fasse cette école, que je fasse ce cursus. Et je regrette, mais aucunement. Aucunement. Ça a été dur, hein. Mm. La première année, c'était dur parce que il a fallu, entre guillemets, c'est pas me déconstruire, mais m'interroger profondément moi-même et me découvrir moi-même, tu vois. Déconstruire certains a priori que je pouvais avoir à propos de moi-même, accepter certaines choses à propos de moi-même que j'étais pas forcément en capacité d'accepter. La première année, c'était surtout ça. La deuxième année, elle a été très très compliquée parce que j'étais à deux doigts de l'achat à certains moments. Enfin, je me sentais pas toujours à ma place et c'est l'année où vraiment tu t'en prends plein la gueule parce que tu as déjà fait le travail de déconstruction et de découverte de toi-même en première année. Mais la deuxième année, c'est un peu comme si tu te prends une grosse vague à la gueule de plein de choses différentes, de bons, de mauvais, de nouveaux, de choses qui reviennent, de surprenants, d'étonnants. Enfin, c'est vraiment, tu te prends une grosse vague d'énergie et de plein de choses qui est parfois dur à encaisser, c'est exactement ça. Donc ça a été compliqué la deuxième année. Et en fin de deuxième année, il m'a clairement dit, Philippe, de toute façon, tu as 3 mois pour redresser la barre, sinon tu continues pas l'aventure avec nous. En fait, c'était les 3 mois de l'été où il fallait que je me ressaisisse et que je me remette au boulot. Et j'ai fait la troisième année. Et du coup, la troisième année, tu vois, elle était un peu compliquée aussi, mais plus d'un point de vue boulot, parce qu'il fallait vraiment bosser, tu vois. Mais d'un point de vue humain, elle a été trop cool et c'est peut-être celle, je sais pas si c'est celle sur laquelle j'ai le plus évolué, mais c'est celle durant laquelle vraiment l'évolution s'est faite ressentir et montrer ses fruits, tu vois, à porter ses fruits. Donc c'est 3 ans d'évolution de moi-même incroyable, incroyable. Et j'ai payé comment ma mère a financé la première année Mm. en faisant un prêt à la banque. Mes grands-parents ont financé la moitié. Non, mes grands-parents ont financé la deuxième année. Et la troisième année, mes grands-parents ont financé la moitié. Et moi, j'ai financé la moitié en travaillant. Ok. Ou inversement. Mais il y a une des 2 années où j'ai financé la moitié et je travaillais en boulangerie. D'ailleurs, c'était la deuxième année. En fait, Mm. c'est pour ça que l'année a été galère. Parce que j'avais un 35 heures en boulangerie, j'avais le volet à côté. Donc, j'avais plus d'énergie, je savais plus où donner de la tête. J'allais plus au volet. Le boulot, c'était compliqué. Je me sentais pas forcément bien dans ma situation. Mais en même temps, il fallait que je passe par là, que je découvre ce que c'est que d'avoir un métier alimentaire. Et c'est bien grâce à ça que je sais que, comme dirait 47 Terre, je referai jamais un vrai métier, tu vois. 47 terres, c'est quoi? C'est un groupe Ah de ouais? musique. Ah bah ils ont bien raison. Ouais, et du coup, jamais je referai un vrai métier, entre guillemets. Mm. Ok. Et du coup, après tout ça, quelle est ta perception de la vie aujourd'hui, du coup? Je suis ultra ouvert maintenant. Je suis ultra ouvert à plein de choses. Aux gens, au monde, aux énergies, à tout ce qui va au-delà du rationnel. Je suis ultra ouvert au rationnel aussi, tu vois. Mais parce qu'être ouvert au rationnel, ça me permet de pouvoir explorer l'irrationnel, tu vois. Vraiment, j'aime beaucoup, sans aucune prétention, j'aime beaucoup la personne que je suis devenue parce que ça me fait du bien d'être comme ça. Vraiment, tu vois. Et j'explore les choses que j'aurais pas forcément explorées plus jeune, notamment en termes de spiritualité, tu vois. On parle de synchronicité.
Grâce à ces 3 ans, j'ai j'ai compris, j'ai compris qu'en fait, je croyais pas au hasard. Tu vois, je l'ai appris. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Rien n'arrive par hasard. C'est ce que je disais aussi. Et c'est ça. Et quand on dit oh là là, quelle coïncidence, je t'ai croisé dans la rue alors que ça fait 2 ans qu'on se voit pas. Non, non, c'est pas des coïncidences. C'est pas du hasard, c'est ce qu'on appelle des synchronicités. Tu vois. Et, et surtout, on en parlait assez récemment. Mais moi, je crois que le plus gros, entre guillemets, le plus gros changement de mindset, j'utilise beaucoup ce mot, je sais pas si c'est le bon, mais il me correspond bien. Mais le plus gros changement de mindset que j'ai, c'est que avant, je sais pas si je croyais au destin, je sais pas si je croyais en les étoiles, en l'univers et tout ça. Mais depuis que j'ai commencé cette école et que j'ai évolué, maintenant je crois fort en l'univers, en les étoiles. Et je sais pas si c'est le destin, j'appellerais peut-être pas ça le destin, tu vois. Je parle plus d'étoiles qui s'alignent. Ouais, t'aimes bien ça. Mais tu vois, pour moi, maintenant, les étoiles, elles s'alignent d'elles-mêmes pour certaines choses. Tu vois, notamment cette émission, notre rencontre. Tu vois, les étoiles, elles se sont alignées. Mais derrière, on peut aligner les étoiles nous-mêmes. Tu vois, nos actes ont des conséquences. Que tu le remarques ou non, nos actes, ils ont des conséquences. Sur les étoiles, sur les autres personnes, sur l'univers. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et c'est ça probablement le plus gros changement de mindset. C'est que maintenant, j'accepte le fait qu'en fait, ben si, on peut dire comme ça, t'es maître de ton destin. En fait, littéralement. Moi, par exemple, je veux devenir comédien. Enfin, je veux vivre de l'acting parce que je suis comédien. Mais on croyait pas en moi. Moi, depuis que je veux devenir comédien, j'ai toujours cru en moi. Et il y a une chose, c'est que j'ai pas toujours su comment réussir à devenir comédien, mais j'ai toujours su que je le réussirais. Mais il n'y a pas un seul moment dans ma vie où je me suis dit finalement c'est peut-être un peu dur. Non, 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 non. Je me suis toujours dit, je veux être comédien. Je vais être comédien. Ça va être dur, mais je vais l'être. Et j'ai toujours été dans un état d'esprit où si je dois être le mec qui apporte les cafés aux acteurs principaux sur le plateau pendant 60 piges jusqu'à décrocher mon premier rôle 60 piges plus tard, mais je le fais. Mais je passerai 60 piges à leur apporter des cafés jusqu'à obtenir mon premier rôle. S'il faut que je crève sur un plateau, je crèverai sur un plateau. Si malheureusement il faut que je meure avant d'avoir atteint mon objectif de vivre de l'acting, bah, je mourrai avant d'avoir atteint l'objectif, mais je le lâcherai jamais. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour ça que je te prête ma caméra, c'est pour ça que je fais des tournages à droite, à gauche, en tant que régisseur, en tant que cadreur, en tant que photographe plateau, parce que je mets en œuvre les choses pour devenir comédien professionnel, en vivre, tu vois. Voilà. Et à côté, j'ai un petit objectif, mais j'ai un objectif parallèle, tu vois. Le grand rêve, c'est de vivre de l'acting, mais le rêve, c'est de vivre du cinéma tout court. C'est pour ça que je touche à tout. Et du coup, aujourd'hui, moi, je donne tout pour ça, et je donne tout pour ce en quoi je crois, et pour ce que je veux, et je crois en moi, surtout. Mais c'est incroyable. Ça peut sonner prétentieux, parfois, mais c'est tellement important de croire en soi. Tu vois, genre ça change la donne. Ouais, c'est important, ouais. Et avant, je croyais pas forcément en moi. Mais maintenant que je crois en moi, en fait, tout est possible. Loi de l'attraction, encore une fois, comme t'en parles. Tu crois en toi, les gens vont croire en toi. Si les gens croient en toi, si tu crois en toi, l'univers, il va t'apporter les choses. Il va mettre les choses sur ton chemin. Tu vois. Et pareil, un autre changement de mindset, enfin, c'est pas un changement parce que j'ai toujours été un peu comme ça, mais vraiment, je le conscientise beaucoup plus depuis quelques temps. Parce que maintenant, s'il m'arrive quelque chose, avant, je pouvais avoir tendance à... S'il m'arrive quelque chose de mal, par exemple, je pouvais avoir tendance à rester bloqué là-dessus et à être ronchant. Ah non, ça m'est arrivé, fais chier, fais chier, fais chier. Mais maintenant, s'il m'arrive quelque chose de désagréable, par exemple, je sais pas, truc banal, mais que les gens pourront s'identifier à ça, je pète mon téléphone. Ah, ça me casse la tête. Surtout que le téléphone, c'est important. Mais demain, si je pète mon téléphone, plutôt qu'être en mode ah, fais chier, j'ai pété mon téléphone, va falloir que je le rachète, blablabli, blablabla, je serai en mode ok, bah écoute, j'ai pété mon téléphone. Bah, sur le moment, tu vas être en colère quand même. Ouais, non, mais après, tu vas pouvoir prendre du recul sur le moment. Et c'est clair, sur le moment, t'as cette adrénaline qui fait ça.
Mais au final, comme tu dis, je vais prendre le recul et je vais être en mode bon, bah, Mm. factuellement parlant, il est pété, il me reste quoi à faire? En racheter un ou le réparer. Mm. Tu vois, en fait, je prends les choses comme elles arrivent et quand elles m'arrivent, bah, j'arrête de, j'arrête d'essayer de les questionner ou de les justifier. Je suis juste en mode bah, ok, c'est arrivé. De toute façon, je peux pas les changer, c'est dans le passé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois avancer avec ça. Ça, c'est un peu le stoïcisme, ça s'appelle. Si tu le dis. Moi, Je connais pas, toi. non. Non, non, je suis pas quelqu'un de Stoïcisme, très c'est... cultivé. Hein. Bon, moi non plus, hein, mais... Stoïcisme, c'est les gens qui justement sont focalisés sur le présent et ce qu'ils peuvent contrôler. Ce que tu peux pas contrôler, bah, juste ils laissent ça derrière eux, quoi. Ok. Bah c'est ça, je suis peut-être stoïque, du coup. Ouais, ça. Ah bah c'est ça, je dois être quelqu'un de stoïque, tu vois. Et je prends, surtout je prends chaque épreuve de la vie comme non pas une perte ou une victoire, mais comme un enseignement. Tu vois, Nelson Mandela, un jour, il a dit: «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends». Moi, cette phrase, c'est une vraie définition de ma life, tu vois. Et c'est un peu mon indo, comme dirait Naruto. Mhm. C'est un peu, je sais pas si c'est le bon mot, un mantra. Ouais, Je crois que c'est c'est un vrai. bon mot. Ouais, c'est un mantra de ma vie, tu vois. Sauf que cette phrase, moi, je la vois encore différemment. Lui dit: «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends». Moi, profondément, je dis: «Je ne perds jamais, j'apprends toujours». Mhm. Même pas je gagne, c'est pas ce qui est important, c'est j'apprends toujours, tu vois. Mais il y a plein de phrases comme ça qui dirigent ma vie, tu vois, et qui la décrivent bien. Mhm. Je pourrais t'en donner encore, hein, mais Et on sait que tu es comédien, mais qu'est-ce que tu fais précisément dans ta vie? actuellement, Mm. en ce moment dans ma vie, bah du coup, là on est en tournage. Ouais. Donc je tourne un petit peu avec toi depuis 2 semaines maintenant. Et j'espère que ça va continuer d'ailleurs. Les émissions, ouais. Ouais, même si ça prend du temps à mettre en place, mais il faut passer par là. Mhm. Je fais des tournages un petit peu à droite à gauche, notamment avec les gens de l'Écart. C'est une école de cinéma où je fais pas mal de tournages avec eux en ce moment. Alors en tant que technicien, pas en tant que comédien. Mhm. Mais tu vois, ça me fait des contacts avec des jeunes qui sont en école de cinéma et ça peut me permettre de rester en contact et potentiellement d'évoluer avec eux. Tu vois. Donc je fais des tournages à droite à gauche. Avec des amis du théâtre, de l'école de théâtre, on a créé notre boîte qui s'appelle Soum Production. Donc c'est une boîte qui, au long terme, a pour but de pouvoir faire de la production audiovisuelle, donc produire les projets d'autres personnes, mais tout en produisant les nôtres. Donc actuellement, on est vraiment au début de l'aventure, tu vois, on sait pas tout le temps comment s'y prendre, puis on est 8, donc ça prend un peu de temps. Mais c'est un collectif qui a pour objectif de produire et réaliser ses propres projets, que ce soit dans le cinéma, dans le théâtre, dans le domaine de l'artistique, quel qu'il soit. Et plus tard, quand on aura des ressources, qu'on pourra vivre de ça, et un peu plus, on ira produire les autres. Moi personnellement, j'adorerais pouvoir donner la chance aux jeunes, plus tard, aux jeunes comme moi qui débuteront, leur donner la chance de, tu vois, pouvoir avoir des projets qui sont produits sans forcément attendre de rendement derrière. Ce serait trop cool, si je peux me permettre, je le ferais. Tu vois, je pense que je suis né pour donner, plus que pour recevoir. Maintenant, je sais qu'il faut que je reçoive. Je suis conscient qu'il faut que je reçoive et je suis conscient de ce qu'il faut que je reçoive. Et j'ai plus de honte ou de mal à demander des choses aux gens, que ce soit de l'aide ou de l'amour ou quoi que ce soit. Mais je me rends compte depuis vraiment très très peu, genre j'ai dû m'en rendre compte il y a une semaine ou deux, qu'en fait je crois vraiment que je suis sur cette terre pour donner aux gens. Et ça me fait plaisir. Mhm. J'aime ça. Mhm. Quand je donne aux gens, tu vois, Transmettre, ouais. par exemple, toi, il y a des fois où tu te demandes, tu te demandes et tu dois te demander, mais pourquoi il me donne autant sans forcément Mhm. grand chose en retour. Et moi, je te répondrai toujours que c'est parce que j'ai envie. Tu vois, Mhm. si je le fais, c'est parce que j'ai envie et que ça m'apporte quelque chose. Ça m'apporte de la joie, ça m'apporte du bonheur, et toi, ça t'apporte quelque chose. Mhm. Tu vois, moi, ça me fait taffer, ça me fait découvrir Mhm. des trucs. Et enfin voilà, je suis plus un donneur qu'un receveur. Non, c'est bien, c'est bien. Mais je me Bel suis... état d'esprit. Ouais. Et du coup,
à côté de ça, parce que c'est quand même la question, comment je fais pour vivre. Donc, comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup de loyer, donc ça va, j'ai de la chance. Mais du coup, je travaille en intérim avec une boîte d'intérim événementiel qui est vachement cool. Je les aime beaucoup parce qu'ils me font confiance en plus. Donc je bosse sur je fais de la restauration, du service, mais dans l'événementiel. C'est-à-dire que par exemple, je travaille au Parc des Princes pour les matchs du PSG, je travaille au Stade de France pour les concerts, pour les différents matchs, les différents événements, à l'Arena de la Défense pour les concerts, les matchs de rugby et tout ça. Je travaille parfois au Musée des Arts Forains, je peux être emmené à travailler sur les 24 heures du Mans, enfin voilà. Tous les gros événements, JO, Jeux paralympiques, Roland Garros, ma boîte elle est dessus. Et du coup, je suis intérimaire. Je suis intérimaire, c'est bien payé. Et ça fait qu'en fait, avec 4-5 missions par mois, je me retrouve avec entre 400 et 500 euros par mois, tu vois. Et moi, tu me donnes 200 euros pour vivre, je suis large. En un mois, non, 300, parce que quand même, je paye des charges et tout. Mais moi, si j'ai 300 euros par mois, je vis. Parce que je suis pas quelqu'un de très dépensier, tu vois. Et Donc je puis fais ton ça. loyer n'est pas cher, donc. C'est ça. Mm. Je fais ça, oui, 300 euros compris, hein, c'est-à-dire loyer, électricité, téléphone, blablabli, blablabla. Donc, C'est cool, c'est cool. Mm. donc oui, je fais ça pour vivre et ça, par contre, c'est un métier qui me plaît. Ça, c'est bien parce que t'as pu trouver des trucs où tu peux même rester indépendant tout en ayant des charges pas trop C'est élevées. ça. Mais en fait, Comme quoi, tout est possible, hein. tu vois, c'est ça la solution. Tout est possible, en vrai. Et je vais me permettre de m'adresser directement à tes spectateurs parce que c'est un message assez important que j'ai à leur dire. Donc du coup, sachez que dans la vie, quand vous voudrez faire quelque chose, il y a un point essentiel, c'est qu'il faut se donner tous les moyens. Si vraiment vous croyez en cette chose que vous voulez faire, il faut se donner tous les moyens pour la réaliser. Des fois c'est agréable, des fois c'est pas agréable. Mais faut arrêter faut pas se dire, faut pas que vous soyez dans l'hypothèse de ouais, je vais faire mon métier de rêve, mon activité de rêve directement. Si vous êtes en capacité de la faire directement, mais c'est génial, foncez. Mais malheureusement, c'est pas tout le temps le cas. Et il faut que vous soyez prêt à justement avoir à ce qu'on peut appeler un travail alimentaire à côté. Un boulot alimentaire qui va pas forcément vous plaire. Par exemple, moi j'ai déjà bossé à Monoprix. Je refaisais les rayons. Bah, ça fait mal au dos, c'est chiant, t'as pas de contact avec les clients, mais fallait passer par là, tu vois. Donc, faut que vous sachiez que ça va prendre du temps, que ça va prendre de l'énergie, que ça va pas forcément être agréable. Mais encore une fois, si vous croyez en vous, profondément et réellement, vous allez aligner les étoiles. Elles vont s'aligner pour vous, vous allez les aligner et ça va fonctionner. Si vous croyez en vous et que vous vous donnez les moyens, ça va le faire. Je sais que c'est bateau, je sais que peut-être les trois quarts des gens qui vont regarder ça ne vont pas y croire, mais vraiment, j'en suis la preuve. J'en suis la preuve. Aujourd'hui, ça commence à fonctionner pour moi parce que j'ai jamais lâché l'affaire. Et je veux être comédien depuis que j'ai 15 piges. Je vais mettre. J'en ai 22. Hein. J'ai 22 piges. Hein. Ça veut dire, ça fait 7 ans que je sais que je veux devenir comédien. Et ça commence à venir que maintenant. Donc ça prend du time, mais croyez en vous. Et les étoiles, elles s'aligneront pour vous. Et lâchez jamais l'affaire, surtout. Jamais, jamais. J'aimerais partager au moins une dernière phrase. Une dernière phrase, ben, je vais les repartager les deux, d'ailleurs, qui est les mantras de ma vie. Donc la première, comme je l'ai dit, c'est que je ne perds jamais, j'apprends toujours. Et la deuxième, très très importante pour moi et qui m'a aidé dans beaucoup de situations, ça vient moi je l'ai découverte dans le film Tous en scène. C'est un dessin animé sur une comédie musicale avec des animaux. Incroyable. Et à un moment, le personnage principal, Buster Moon, se retrouve à devoir créer une pièce de comédie musicale en une soirée. Et son meilleur pote lui dit qu'il n'y arrivera jamais parce qu'il a aucun sou et tout. Et Buster, il lui répond une chose qui maintenant régit ma vie. Cette chose est, une fois que tu as touché le fond, il n'y a qu'une seule issue possible, c'est de remonter. Et cette phrase-là, oh là 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 là, elle m'est vraiment... Réécoutez-la, imprégnez-la, écrivez-la, elle va changer votre vie. Une fois que vous acceptez l'échec et la difficulté, vous pouvez que aller de l'avant. Parce que l'échec, on va le subir, hein.
Nous, on vous a pas dit, hein, on a mis 1h40 à mettre le setup. Hein. Rien que pour ça. Hein. On a galéré. Hein. Il y a des moments où tu filmes, ça filme pas bien, il y a du bruit et tout, mais l'échec, vous allez passer par là. On va tous passer par là. Si on accepte qu'il est réel et qu'on fait avec, plutôt que contre, il y a vraiment qu'une seule issue possible, c'est de remonter. J'ai échoué, j'ai fait de la merde, ok, trop bien. Qu'est-ce qui fait que j'ai échoué? Qu'est-ce qui fait que j'ai fait de la merde? Ok, qu'est-ce que je mets en place pour changer ça? Aussi simple que ça. Réécouter, repasser ce passage en boucle s'il le faut, vraiment. Mais voilà. Mais merci à toi Paloma de m'avoir invité sur cette émission, autant en tant qu'invité qu'en tant que du coup chef op. Vraiment c'est une opportunité énorme pour moi et j'espère que, enfin j'espère non, je le sais, cette émission elle va aller loin parce que tu crois en toi et tu as des idées très précises. J'espère pouvoir faire partie du projet le plus longtemps possible. Et j'espère pouvoir t'apporter Adorable. comme toi tu peux m'apporter avec ce projet. Donc merci beaucoup. Et merci à vous de regarder et d'avoir pris le temps de rester jusque-là. D'ailleurs, si vous êtes resté jusque-là, je te pique un peu ton outro. Hein. Mais écrivez en commentaire nectarine et mandarine, ce n'est pas pareil qu'une pomme. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est super drôle. J'espère que ça vous aura plu. C'était Mathéo dans l'émission The Dark to Light Show aujourd'hui. On se retrouvera pour une autre interview un peu plus tard. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Tout simple. Voilà. Et vous abonner aussi.